Vous allez chanter sur une chanson qui est un tube. Il s'agit de la dernière. Salut, TV+ ne va pas faillir à la tradition. Je vous souhaite donc au nom de toute l'équipe une très bonne et heureuse année télé. Pour inaugurer l'année 97, nous avons décidé de nous souvenir de ce qui s'est passé en 1996. Pendant 1 heure, nous allons feuilleter ensemble l'album de l'année de toutes les chaînes, de l'affaire El Kabbach de la rue, au transfert de Nagui et d'Arthur, en passant par le bébé de Véronique Jeuneste, sans oublier bien sûr la naissance de la télévision numérique. Je vous propose donc de vous replonger dans les coulisses de l'année en 12 chapitres, ponctués de vos réactions de téléspectateurs recueillies grâce au visiophone. On commence par les 3 premiers dossiers, l'affaire France Télévisions, les animateurs qui jouent aux chaises musicales et les journaux de 20 heures qui sont au régime maigre. Bonjour, Catherine de Rueil-Malmaison. 96, pour moi, c'est l'affaire El Kabbach, le scandale autour des animateurs-producteurs de France 2, qui ne grandit pas le service public et nous fait regretter de payer la redevance annuelle. Sachez que nous avons, avec toute notre équipe, toute l'équipe qui est autour de moi, de grandes ambitions pour vous et pour moi aussi. Je vous souhaite une très bonne année 96 et de très bonnes années qui suivront. Le vœu de Jean-Pierre El Kabbach ne sera pas exaucé. Sa mauvaise année 96 a en fait commencé en 95 à l'Assemblée nationale. L'offensive est déclenchée par un député, Alain Griottret. Dans un rapport sur l'audiovisuel français, il révèle le chiffre d'affaires des sociétés des animateurs-producteurs, 640 millions de francs. On consacre trop aux animateurs. Parmi les 6 animateurs épinglés par le rapport, Jean-Luc Delarue. 6 contrats lient sa société Réservoir Prod à France Télévisions, dont un contrat d'exclusivité qui alimente la polémique. Fin avril, à 7 mois de la fin de son mandat, Jean-Pierre El Kabbach engage un bras de fer avec son poulain. Il rompt un des 6 contrats avec Réservoir Prod et le fait savoir sur France 2. France 2 a demandé au tribunal de commerce de Paris de désigner un expert pour évaluer le coût des émissions produites par la société de Jean-Luc Delarue, Réservoir Production. L'affaire va s'emballer. Jean-Luc Delarue obtient du tribunal de Paris la lecture d'un rectificatif, toujours dans le journal de 20 heures. Le 2 mai, l'animateur organise une conférence de presse. Il annonce le résultat net de sa société, 34 800 000 francs en 18 mois, soit une marge nette de 21,5% après impôt. Là, par ici, là, ici devant. Voilà. Avec 21,5%, et vous pourrez le vérifier par vous-même, je suis dans une moyenne de ce que font mes confrères comme marge nette. Face à cette offensive médiatique, Jean-Pierre El Kabbach adopte une double défense. D'abord devant les salariés de France 2. J'assume. Je n'ai pas eu tort de faire les contrats que j'ai faits. On rapportait plus d'argent. Autre plaidoyer devant les sénateurs, puis devant les députés. J'ai probablement pu faire des maladresses ou des erreurs en confiance. Mais je n'ai jamais décidé d'investissements coûteux que les chaînes auraient à payer pendant longtemps. Mais il faut aussi compter avec le CSA. Le 14 mai, le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne 1 semaine au président de France Télévisions pour présenter une réforme des contrats des animateurs-producteurs. Mise en garde à huis clos, suivi d'un avertissement public sur l'antenne de RTL. Je sais ce que c'est qu'un contrat, j'en ai fait. Un contrat avec un animateur comprend un certain nombre de clauses. Il semble que ces clauses-là n'aient pas existé et il y a donc quelque chose qui ne va pas. Nouveau coup dur pour Jean-Pierre El Kabbach. Le tribunal de commerce de Paris déboute France 2 de sa demande d'audit des comptes de la société de Jean-Luc Delarue. Le 24 mai, le président de France Télévisions revient devant le CSA et promet plus de transparence dans les contrats. Je serai le réformateur de ce système. Mais le réformateur n'aura pas le temps de mettre ses idées en pratique. Mardi 28 mai, devant le comité d'entreprise de France 2, Jean-Pierre El Kabbach annonce la suppression du poste de Patrick Clément, délégué général. Réaction à la suppression du poste, de votre poste de délégué général? Je viens de vous le dire, la loyauté est une chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose qui existe à vie. Louis Berriot est lui aussi visé. Son poste de conseiller principal à la présidence disparaît, même s'il reste directeur de l'antenne de France 2. Ces exécutions symboliques ne calment pas le personnel, réuni en assemblée générale. C'est un système qui est en cause, un système qui pendant 2 ans nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Jeudi 30 mai, Paris bruisse de rumeurs sur la démission de Jean-Pierre El Kabbach. Dernier démenti. Qu'est-ce que je ne démissionne pas, je travaille, je vais dîner avec des amis et je suis bien. Voilà, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Voilà. Vendredi 31 mai, la situation du président de France Télévisions est devenue intenable. Plutôt partir que d'être chassé. 16h30, Jean-Pierre El Kabbach s'adresse à la presse. Certes, en 2 ans et demi,
J'ai fait des maladresses et des erreurs, mais j'ai voulu les rectifier. Et je crois, en toute conscience, que ces erreurs pèsent et pèseront beaucoup moins lourd que les bons résultats obtenus. Après le plaidoyer, Jean-Pierre Elkabbach annonce sa démission. Je ne voudrais pas que l'attaque portée contre moi handicape le groupe France Télévisions. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en aller. Au siège de France Télévisions, seul un membre de l'équipe Elkabbach accepte de donner son sentiment. J'ai l'impression de gâchis un petit peu ce soir. Comment gâchis? Un peu de tristesse, oui. Le 2 juin, Xavier Gouyoux-Beauchamp, jusqu'alors directeur général de France 3, est nommé à la tête de France Télévisions par le CSA. La tâche du nouveau président de France Télévisions ne va pas être facile. À l'automne, le gouvernement demande à France 2 et à France 3 de réaliser 225 millions de francs d'économie. Les deux chaînes vont devoir rechercher plus de publicité. Mélie Cohen, bonjour. Jean-Pierre Elkabbach, lui, a repris le micro tous les matins sur Europe 1. Mais il n'a sans doute pas fini d'entendre parler de ses 30 mois à la tête de France Télévisions. Au printemps prochain, la Cour des comptes devrait boucler son rapport définitif sur sa gestion des deux chaînes publiques. Bonjour, Marie-France de Lille. Pour moi, l'année 96, c'est le passage d'Arthur de France 2 sur TF1 avec les enfants de la télé. Même concept, même émission. Pour lui, certainement pas le même salaire. Mais pour moi, en tant que téléspectatrice, c'est une arnaque. Il n'y a rien de changé. Je salue au passage le directeur qui est là. Mon nouveau président, M. Gouyoux-Beauchamp. Ah, donne-nous un peu de tes images. Tout le monde t'aime bien, Gouyoux-Beauchamp. Bon. Pour son arrivée fin octobre sur l'antenne de France 2, Patrick Sébastien a commencé par brocarder le président de France Télévisions, peut-être pour montrer qu'il n'avait rien perdu de son insolence. Les débuts sur le service public de l'animateur de TF1, condamné en mars pour incitation à la haine raciale, étaient très attendus et très surveillés. Avec le même animateur, avec le même producteur, on peut faire des émissions qui ne se ressemblent pas. J'ai décidé d'être sage. J'ai choisi la sagesse en venant sur France 2. J'ai choisi la sérénité. Tandis que Patrick Sébastien quittait TF1 pour France 2, d'autres au même moment faisaient le chemin inverse. Bah moi aussi. C'est le cas d'Arthur, pris un temps dans la tourmente des animateurs-producteurs. Il retourne à la rentrée 96 sur TF1 avec les mêmes émissions qui avaient fait son succès sur France 2, Les Enfants de la télé et La Fureur. Pour Nagui, c'est un peu pareil. Il a quitté France 2 cet été pour aller animer 2 nouvelles émissions sur TF1. L'Appel de la Couette, qui n'aura duré qu'un trimestre, et Vous ne rêvez pas. La différence, c'est que Nagui continue à travailler pour France 2 en tant que producteur de Taratata. On ne le voit plus à l'écran. L'animatrice est désormais Alexandra Cazan. Comment ça tout de suite? Comment ça? Elle a mis son grain de sel dans le décor, dans l'agencement, dans le choix des invités. C'est son émission. Alors comment je fais maintenant? Je suis dans la merde, hein? Dis merci? Ah bah merci. Attends, non, c'est ce que je vais faire. Autre changement de chaîne au cours de l'été, celui de Valérie Expert. Bonjour et bienvenue à Parole d'Expert. Je suis très heureuse de vous retrouver au sommaire de cette émission. Elle a quitté TF1 où elle animait une rubrique dans Combien ça coûte pour France 3 où elle présente sa propre émission de consommation. Il existe comme moule pour faire le point, pour savoir ce qui est le mieux, le moins cher, le plus pratique. C'est un fond, je dirais, journalistique sérieux, mais une forme un petit peu plaisante, agréable et qui ne se prend pas au sérieux. Je pense que le fait de rire ou sourire sur commande, c'est l'apanage des grands comédiens. Maintenant, vous êtes comédien, donc vous savez le faire. Et pour ma page de demain, hein, on va faire 3-4 polars où tu exploses de rire, mais très naturellement. Tu es prêt ? Depuis la rentrée 96, Laurent Baffy est de retour à la télé. Il est aux côtés de Philippe Gildas dans Nulle part ailleurs et sa mission est de nous faire rire. T'as l'air con. Eh ben voilà, eh ben le flash n'a pas marché, mon vieux. Mais si Baffy a pu s'asseoir à côté de Gildas, à Nulle part ailleurs, c'est que la place était libre. Vous allez donc jouer... En effet, Valérie Payet est maintenant assise à côté de Philippe Dana dans Dimanche en famille. Patrice Carmouze, ex-chroniqueur maladroit de Ciel Montmardi, est arrivé en 96 sur France 2 pour animer Mes meilleurs amis, un talk show sur l'amitié. Comme il fallait, hein.
Regardez. En fait, c'est votre lune de miel finalement. On va peut-être... tout ça aller là-bas. Vous allez enfin comprendre. Celles qui se plaignent qu'on ne parle pas suffisamment d'amour. Oui. Okay. Carole Rousseau présente Déjà Dimanche sur France 2 aux côtés de Jean-Luc Delarue. Et ça marche plutôt bien puisque Déjà Dimanche attire parfois plus de téléspectateurs que 7 sur 7 au même moment sur TF1. Le problème, c'est que nous, si vous voulez... Bonsoir. La rivière sans retour. Enfin, toujours sur France 2, l'année 96 a été marquée par l'arrivée au ciné-club de Frédéric Mitterrand. Désormais le vendredi soir, en plus d'un bon film, le téléspectateur a droit à l'inimitable. Bonsoir. Bonjour, Jean-Jacques de Lyon. En ce qui concerne 1996, je trouve que les médias en ont trop fait pendant une semaine pour la mort de François Mitterrand. Ils devraient apprendre à se modérer. Nous trouvons un fabricant. Une édition spéciale, excuse-moi Valérie, tout de suite la rédaction prend l'antenne sur France 2. À tout de suite. La mort de François Mitterrand a été l'un des grands événements de l'actualité française en 96, un de ceux pour lesquels les chaînes ont déployé le plus de moyens. Madame, monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, monsieur François Mitterrand, annonce à l'instant la mort de monsieur François Mitterrand. Toutes les chaînes se sont immédiatement retrouvées avenue Frédéric Leplay, au pied de l'immeuble où est décédé l'ancien président. Delors off, le frère de Mitterrand off, Sonore de Vozelle que j'ai monté, et puis c'est tout. Les journalistes de France 2 s'activent, mais les équipes de TF1 ne sont pas en reste. Elles ont déjà un programme chargé pour la journée. Ah, c'est tout le programme de la journée. Donc toute la journée vous allez garder l'antenne à TF1? On va essayer. En définitive, seule France 2 consacrera entièrement son antenne à la mort de François Mitterrand. Plus de 10 heures d'émissions spéciales seront consacrées à l'événement tout au long de la journée. Outre la journée du décès, l'autre grand rendez-vous pour les télévisions fut la journée des obsèques à Jarnac. La petite ville de Charente a vu débarquer la meute des journalistes, tous bien décidés à s'installer à la meilleure place. Oh ben, ils sont rentrés, puis j'ai dit oui, c'est tout. Et ils sont nombreux? Oh, une quinzaine peut-être, plus, je sais pas. Il y a eu des allées, des venues. Vous avez loué votre maison ou vous l'avez prêtée, monsieur? C'est entièrement gratuit. Conformément à la volonté de la famille, aucune caméra n'a pénétré ni dans la chapelle où a eu lieu la messe, ni dans le cimetière où a été inhumé le corps. La police était là pour faire respecter l'intimité de la cérémonie. Mais une caméra de France 2 a tout filmé au téléobjectif. On a enregistré les images, ouais. On les a pas utilisées. Ah, vous les aviez enregistrées? Oui, pour l'histoire. François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996. Ce soir-là, le journal de 20h de TF1 n'était pas présenté par PPDA, écarté de l'antenne pour 3 mois suite à sa condamnation dans l'affaire Botton. Avant d'en arriver là, la direction de TF1 avait pourtant soutenu son présentateur pendant 3 ans. Ainsi, en avril 1995, malgré une condamnation de 15 mois de prison avec sursis, PPDA reste à l'antenne. Est-ce que vous pensez que son crédit de journaliste est entamé? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est tout à fait indépendant. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes que nous avons faites nous prouvent qu'il a au contraire gagné en sympathie auprès du public. Mais 8 mois plus tard, en janvier 1996, lorsque la Cour d'appel confirme les peines infligées en première instance, la direction de TF1 a changé d'avis. Elle ne soutient plus son présentateur vedette. Monsieur Moujotte, est-il vrai que Patrick Poivre d'Arvor est évincé du 20h? La réponse est oui. Du 4 janvier au 1er avril, c'est Jean-Claude Narcy qui présentera le 20h de TF1 sans que l'audience du journal n'en souffre. Pour son retour à l'antenne, PPDA aura tout de même droit à des bandes-annonces spéciales pour souligner l'événement. Dès lundi, attention, retrouvez votre journal de 20h présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après 3 mois au placard, PPDA revient avec un journal légèrement modifié. Principal changement, les titres sont désormais présentés en images. 4 mois plus tard, c'est le générique et le décor qui changeront. Sur France 2, le décor et le générique du journal ont aussi changé. Mais la grande affaire des 20h en 1996 aura été de réduire leur durée. Nous sommes aux alentours de 40 minutes au début de septembre. Nous avons l'intention d'essayer d'aller vers 30 minutes. En même temps, il y a le poids des habitudes. En même temps, il y a le fait qu'il peut y avoir une actualité très forte. Et à ce moment-là, on n'hésitera pas à faire 1 heure ou 1h15. Bonne fête aux Eustaches. Mais fin octobre, les journaux de TF1 et France 2 atteignaient encore 45 minutes chacun. Demain dès 13h, excellente soirée. Reste le 19-20 qui a fêté ses 10 ans l'an dernier et qui, avec ses 22 minutes quotidiennes, attire 5 millions de téléspectateurs en moyenne.
Je crois qu'en 20 minutes, on peut bien informer le téléspectateur, peut-être en étant soi-même en tant que journaliste un peu plus modeste ou un peu plus concis, en faisant très attention à ce qu'est l'essentiel de l'information. En fait de changement à l'information, il y a surtout eu des changements dans la hiérarchie des rédactions. À TF1, Gérard Carrérou, directeur de l'info, a été remplacé par son second, Robert Namias. Changement aussi à France 2 où, suite au départ de Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Luc Manot a été remplacé par Jean-Loup Demigneux à la tête de l'information. À LCI, le fondateur de la chaîne, Jérôme Bellé, est parti. Il dirige désormais l'antenne d'Europe 1. Il a été remplacé par Jean-Claude Dacier sur LCI. L'info en 96, c'est aussi la disparition du magazine de Guillaume Durand, LMI. Créée en septembre 95, cette émission hebdomadaire n'aura tenu qu'une saison sur la une. Le dernier numéro a eu lieu en juin. Léa a une semaine. L'émission de Paul Amar aussi. Des magazines disparaissent, d'autres apparaissent. Paul Amar est arrivé à la rentrée 96 sur TF1 avec un magazine de débat baptisé du nom d'une petite fille, née au même moment que l'émission. Après 4 mois d'existence, le papa et l'émission se portent bien. Chaque mardi soir, il rassemble plus d'un téléspectateur sur 3 devant TF1. C'est la raison aussi pour laquelle vous êtes là. Enfin, le dernier grand rendez-vous d'information de l'année a eu lieu sur TF1 le 12 décembre. Merci de nous recevoir chez vous pour cette soirée qui est une véritable soirée de passion politique. Merci, Monsieur le Président. Ce soir-là, Jacques Chirac a rompu avec le style classique des entretiens présidentiels. Il a invité à l'Élysée 5 journalistes qui, pour la plupart, n'avaient jamais participé à ce genre d'interview officielle. Vous avez fondé le RPR, il y a plus d'une dizaine d'informations judiciaires ou d'enquêtes préliminaires à caractère financier sur votre parti. Permettez-moi de terminer. C'est ça le contre-exemple civique. C'est la vocation. Résultat, un ton différent, parfois plus incisif, s'est fait entendre.